Maintenant, alors, on va accéder à notre plénière de clôture qui sera sur le passage de l'Afrique de l'Ouest francophone après le Covid-19. On va parler à propos de la question de quel rôle les organisations de soutien aux entreprises et Andy même doivent être jouées dans l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial. Donc, cette conversation sera modérée par Teddy Roux. Teddy, bonjour. Vous voulez vous présenter et présenter votre panel, s'il vous plaît, et puis d'entamer la conversation. Oui, bonjour à tous. Donc, mon nom est Teddy Roux, je suis le directeur Afrique de l'Ouest de ESP, ES Partners. Nous sommes une firme de conseil en stratégie et d'accompagnement basée à Abidjan et au Rwanda. Donc, nous avons une pratique de conseil en stratégie sur laquelle nous travaillons avec les États et les institutions multilatérales sur les problématiques reliées au développement du secteur privé de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, une pratique d'implémentation. Donc, à date, nous accompagnons annuellement près de 500 entrepreneurs par an à travers le continent. Nous avons une initiative panafricaine et des programmes dédiés au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée. Et à travers ces programmes, ce que nous essayons de faire, c'est d'offrir aux entrepreneurs qui ont du potentiel à différentes étapes du cycle de vie ou dans différentes industries, ce que l'on appelle le capital intelligent. Donc, le juste mix d'assistance technique dans la durée. On ne croit pas trop au saupoudrage de consultants d'assistance technique, donc l'assistance technique dans la durée avec des équipes dédiées et aussi des capitaux. Donc, on gère maintenant un petit fonds d'à peu près 15 millions de dollars qui a pour vocation de dérisquer ces entreprises de manière à ce que, avec l'assistance technique qu'elles ont reçue et les financements que l'on injecte de manière extrêmement rigoureuse, elle puisse être plus bancable pour les banques ou plus investment ready or investment worthy pour les autres types de capitaux. Donc, très heureux d'être là. Merci infiniment à Andy d'avoir organisé cette plateforme. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de l'impact en fait du Covid sur l'entrepreneuriat et les systèmes des ESSO en Afrique francophone en particulier. Donc, on a un panel constitué de practitioners, je pense. Je leur laisserai rapidement à chacun d'entre eux en 30 secondes le soin de se présenter. Je pense qu'ils le feront bien mieux que moi. Et on enchaînera avec les réponses que je tâcherai de modérer en laissant une petite quinzaine de minutes pour les interactions à la fin. Donc, sans ordre particulier, je vais passer la parole aux copanélistes. Bon, je peux démarrer avec l'introduction. Je m'appelle Nathalie Goguet-Ebo. Je suis associate partner à Open Capital Advisors. Nous sommes une firme, une société en conseil de gestion en stratégie et aussi gestion financière. Nous travaillons avec les compagnies, différentes entreprises en Afrique subsaharienne pour les aider à développer des stratégies de croissance, améliorer leurs opérations, se préparer pour l'investissement et lever des capitaux. Et nous travaillons aussi de l'autre côté avec les investisseurs et bailleurs de fonds qui cherchent à déployer du capital en Afrique subsaharienne. Je suis basée à Lagos, je suis d'origine togolaise et je dirige nos activités en Afrique de l'Ouest et aussi nos activités genre. Bon, je passe la parole pour faire court à Grégory. Bonjour, merci beaucoup. Je suis donc Grégory Valadier, actuellement basé au Bénin, où je dirige pour l'ONG TechnoServe, un projet qui s'appelle Benibiz, qui est un projet qui accompagne la croissance ou l'accélération de la croissance des micros et des petites entreprises à l'échelle nationale. Cette année seulement, on accompagne environ 3000 à 3200 jeunes entrepreneurs. À date, sur un portefeuille d'environ 5000 entrepreneurs, on a déjà en moyenne une croissance d'environ 110 à 120% du chiffre d'affaires annuel en moins de 6 mois et sans financement. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce qu'on peut faire au niveau des structures d'accompagnement d'entreprise dans la sous-région. On a beaucoup
bonnes pratiques, je dirais, et de cas relativement intéressants à discuter pour la suite. Merci beaucoup. Je passe la parole au prochain panéliste, mais je n'ai pas le nom sous la tête, toutes mes excuses. Anna. Je ne pense pas que Anna soit connectée. Donc, peut-être, Teddy, tu peux continuer. Ok, bah écoutez, je pense que ça laissera d'autant plus de place aux questions-réponses. Et puis, c'est assez impressionnant ce que Grégory vient de décrire. Donc, je suis moi-même très curieux d'en apprendre plus dans la séance de partage. Mais je pense que dans le titre, on parle de l'impact du Covid en Afrique francophone. Donc, je voulais peut-être commencer, en fait, prendre un peu, a little bit of a step back et qu'on parle un peu des challenges et des différences avant le Covid. Donc, je pense que certains d'entre nous ont une perspective panafricaine, ont eu l'occasion de travailler au moins dans d'autres pays, et pas qu'en Afrique francophone. Mais quelles étaient, selon vous, un peu les spécificités, les challenges, les différences et les challenges en particulier dans les environnements francophones? C'est une question qu'on nous pose souvent. Il y en a. Je pense, Nathalie, tu es basée à Lagos, donc on va peut-être commencer par toi. Mais sans rentrer dans les lieux communs un peu et rapidement, si tu devais prendre deux, trois différences fondamentales dans l'écosystème, les PME et le système d'accompagnement, quels sont des éléments que tu citerais pré-Covid? En tout cas, c'est vrai que c'est une grande différence quand on quitte Lagos et on va en Afrique francophone. Je pense que les grandes différences que personnellement j'ai vues, c'est au niveau du réseautage, deux au niveau de l'accès à l'information, et l'accès à l'information, mais aussi de l'autre côté, l'accès aux investisseurs et tout, parce que tout le monde tend à se focaliser sur le côté anglophone en Afrique de l'Ouest, donc sur sur Ghana, le Ghana. Et moi, je rappelle tout le temps aux gens, mais il y a l'Afrique francophone aussi, hein, il y a de bonnes compagnies, il y a des opportunités. Donc, je pense tant au niveau des compagnies et au niveau des entreprises elles-mêmes, il n'y a pas, enfin, des investisseurs et des entreprises elles-mêmes, il n'y a pas assez d'informations qui passent, il n'y a pas le réseautage, les connexions. Je pense que c'est une grosse différence personnellement que j'ai vue entre le côté anglophone et le côté francophone. Est-ce que quand tu parles de réseautage, tu parles un peu de mindset entre autres ou c'est un stretch? Est-ce que tu fais un peu allusion à la question de mindset? Et si oui, pourquoi et puis quel impact ça a un peu sur le travail que vous faites et que l'on fait tous? Peut-être tu peux définir un peu plus ce que tu veux dire par mindset, le mindset des entreprises ou des investisseurs? Ben, j'ai envie de te dire presque les deux. J'ai mon opinion sur la question, mais je ne souhaiterais pas orienter ta réponse. Je vois que Grégory sourit, donc peut-être qu'il peut te bail out, mais on va te laisser avec ça et puis on passera la parole à Grégory. Spécifiquement, Nathalie, je parlais du mindset des deux, hein, des entrepreneurs et des investisseurs. Est-ce qu'il y a des différences que tu vois et quel impact ça a sur un peu ce que l'on essaye tous de faire? Oui, non, c'est sûr qu'il y a une certaine différence. Je pense que c'est, sans être trop politique, je pense qu'une partie, ça va très loin à nos backgrounds coloniaux et comment ça affecte, quand je pense aux entreprises, l'approche et tout ça. De deux aussi, je pense que la préparation des entreprises aussi, il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'accès à l'information et tout. Du côté anglophone, enfin, certainement à Lagos. Donc, je pense aussi que ça affecte la préparation et puis un peu les tendances qu'on voit avec les compagnies en Afrique francophone aussi. OK. Et du point de vue des investisseurs ou des partenaires en général, hein, parce qu'il y a des sujets aussi. Hein. Oui. Bon, au niveau des investisseurs, moi, je travaille plus avec les investisseurs du côté anglophone. Donc, je pense qu'au niveau ils sont certainement peut-être un peu plus confortables au niveau anglophone parce qu'ils connaissent un peu plus les marchés et tout ça. Et les marchés ont l'air plus grands et tout. Et je pense que l'environnement
et le contexte, ils le connaissent un peu mieux. Ils le connaissent toujours pas assez, ça c'est sûr, mais ils sont beaucoup plus familiers au niveau anglophone que du côté francophone. Je n'ai pas travaillé personnellement autant avec les investisseurs francophones, donc France et tout ça, donc je ne peux pas commenter sur la question, mais peut-être que Grégory a un aperçu dessus. Parfait, ben merci infiniment. Donc Grégory. Merci beaucoup Teddy et Nathalie. Je pense pour faire une petite comparaison entre, et je vais parler du point de vue Afrique francophone, principalement Bénin, peut-être Sénégal, parce que je ne connais pas vraiment bien l'Afrique anglophone, mais je pense que du point de vue je dirais, du challenge de mentalité du côté des entrepreneurs, on a un écosystème où les entrepreneurs, ce que moi j'appelle entrepreneurs, ce ne sont pas les start-upers urbains, j'en reviendrai après, ce sont le poumon de l'économie des pays, c'est-à-dire les micro et petites entreprises qui sont dans l'activité et non pas dans le concours de pitch. Je pense que le problème de mentalité se situe au niveau d'une croyance que l'accès au financement est l'obstacle à la croissance, avant même d'avoir cherché à comprendre ou à se rendre compte de si l'entreprise est déjà structurée, déjà solide, ou si l'entreprise peut fonctionner. Donc, ce qui du coup nourrit une sorte de dynamique de subsistance, alors qu'on pourrait être dans une dynamique de croissance. Donc, on essaye, nous, avec notre projet, de pouvoir remédier à ça à travers des accompagnements, de faire prendre conscience que, en fait, compte le financement, on l'a en interne, si on change un petit peu sa structure de prix, sa manière de voir les choses, ses négociations fournisseurs, etc. Et après, quand on regarde, parce que là aussi, au niveau des investisseurs, je pense qu'il y a un challenge au niveau de la mentalité. C'est-à-dire qu'on est sur des investisseurs qui en majeure partie, sont focalisés justement sur des entreprises urbaines qui ciblent pas forcément ou qui n'ont pas forcément un marché de grande taille et qui sont surtout dans l'innovation, principalement technologique. Or, avant même de pouvoir prétendre à identifier ou à trouver ou à dénicher ce genre de licorne, je pense qu'il y a un potentiel qui est beaucoup plus fort dans le reste de l'écosystème, les micros et les petites entreprises qui sont non urbaines, donc potentiellement périurbaines et rurales, parce qu'elles, quoi qu'il en soit, elles doivent se débrouiller, elles doivent s'en sortir pour pouvoir vivre. Donc les enjeux sont beaucoup plus hauts, et du coup, le niveau d'engagement de l'entrepreneur va être beaucoup plus, je dirais, élevé, entre guillemets. Et donc, du coup, je pense que tant qu'il y aura ce gap entre les investisseurs qui veulent investir sur des projets qui sont similaires à ce qu'on aura en Occident et qui ne sont pas du tout contextualisés au marché local, on aura du mal à trouver un pool d'entreprises investissables, alors qu'il y en a un qui est déjà énorme, mais on ne regarde pas parce que ce n'est pas sexy, ce n'est pas technologique, ce n'est pas sexy, ce n'est pas moderne. Et du coup, bon, bah, et puis on veut pas forcément qu'une entreprise qui fait du Gary ou qui vend du fromage Peul soit l'entreprise qui va représenter l'entrepreneuriat subsaharien parce que c'est pas sexy, quoi. Et du coup, ça rivalise pas forcément d'un point de vue marketing socio-économique avec d'autres régions. Et c'est dommage parce que ça peut être super sexy, ça peut avoir un potentiel incroyable, mais ça reste à petite échelle. Donc, je parlais avec une investisseuse pendant le speed networking qui, avec le fonds d'investissement, a investi sur une entreprise qui fait du fonio, des céréales à base de fonio. Fonio, en soi, ce n'est pas forcément super sexy, sauf que c'est une céréale qui pousse dans une région et qui a de fortes valeurs nutritionnelles et qui pourrait être extrêmement exportable en Occident et qui, je pense, va le devenir. Mais voilà, si on commence à se positionner sur ce genre de produit-là, tout de suite, le potentiel, il est là. Et tout de suite, on n'a pas à attendre 5 ans à 6 ans de récupérer son investissement. On l'a tout de suite parce que le passage à l'échelle, il est immédiat quasiment. Il faut juste quelques ressources humaines en plus, un petit peu de contrôle qualité et après, boum, on passe sur le marché de l'export. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je risque de partir un petit peu. Non, mais écoute, c'est extrêmement pertinent. Je vois que Evelyne a réagi dur en disant qu'elle était d'accord à 400%. Je suis personnellement d'accord à 4000% sur tous les points que tu as évoqués. Je pense qu'il y a des vrais sujets. Je souhaiterais revenir un peu sur la question très rapidement des données dont on a parlé, je pense, durant les premières sessions. Je pense que c'est important aussi de construire le type d'intervention lorsqu'on les bâtit sur des données. Donc, nous, justement, la pratique AESP Conseil fait énormément de primary data collection pour pouvoir concevoir des programmes qui correspondent aux besoins des entrepreneurs que l'on vise et non pas aux besoins du potentiel partenaire. Et des fois, on se frotte un peu, il y a un peu de friction
Mais pour moi, je pense que pour bâtir sur ton point, il y a un vrai sujet au niveau de la collecte, l'exploitation des données et de bâtir un peu un narratif plus en ligne en fait avec ce que l'on voit dans les potentialités. Je pense qu'il y a aussi un point quelque part au niveau des bailleurs qui veulent parfois une chose et le contraire. Donc, comment est-ce qu'on accompagne des projets innovants? Moi, je me rappelle d'avoir eu une conversation où on me disait, oui, tu finances des projets innovants dans l'agriculture. On avait insisté pour que ce soit innovant, mais pas nécessairement digital, donc innovant dans l'agriculture, parce qu'on est quand même très analogue. Et une des questions qu'on m'avait posées, c'est oui, mais combien de jobs tu peux me garantir pour des entreprises qui sont en prototypage sur un programme de 3 ans? Ma réponse était de dire, mais écoute, honnêtement, je ne réponds pas à cette question-là parce que même si j'étais sur la Silicon Valley, je ne t'aurais jamais répondu. Donc, soit tu as un niveau de risque qui permet de faire qu'on est cohérent dans ce qu'on essaie de faire, soit on change complètement la cible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais bon, bref, c'était ma petite interlude. Très rapidement, en termes de l'impact du Covid, donc on a parlé un peu de la différence entre les espaces francophones et anglophones. Le panel de clôture porte aussi sur l'impact du Covid. Donc, si vous deviez définir un peu de manière vraiment concrète, pratique, hein, je pense qu'on est tous des practitioners autour du Zoom, je n'ai pas envie de dire autour de la table. Donc, si on sortait un peu des généralités de oui, tout le monde s'est digitalisé et puis on a compris que c'était important. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu sur les PME, sur l'écosystème, donc les PME, les institutions comme les nôtres, les bailleurs dans vos environnements respectifs? Nathalie? Oui, non, COVID était intéressant pour nous parce que je pense d'un côté, quand je pense pour nous à l'interne, même les compagnies qu'on accompagne, on a vu deux effets en fait. Donc, d'un côté, ça a été très dur. Beaucoup de compagnies, leur survie a été en jeu. Donc, enfin, sérieusement en jeu. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu beaucoup d'opportunités. Si je regarde pour nous, en Afrique de l'Ouest, il y a des projets que j'ai pu faire dans Covid que je n'aurais pas pu faire avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en ligne. Donc, même en termes d'ouverture d'esprit, il y a certaines choses, j'aurais pensé qu'il fallait que j'y aille et tout ça. Et on a vu qu'on pouvait s'adapter et faire certaines choses que dans le passé, on n'aurait pas pensé pouvoir faire. Donc, avec les compagnies qu'on accompagne, la première chose qu'on a vue en termes d'impact, c'est vraiment les compagnies ont compris l'importance d'avoir des modèles de gestion qui sont très, c'est quoi le mot, qui pouvaient s'adapter et qui étaient très resilient en fait, parce que en termes de gestion de liquidité, ou en termes de revenus et tout ça, qui du jour à l'autre était en risque, les compagnies ont dû repenser à leur modèle et voir comment renégocier des termes avec les banques, comment retravailler avec ou essayer essayer de penser à de nouveaux modèles de revenus et tout ça. Et on a vu aussi les compagnies, beaucoup de compagnies avec lesquelles nous avons travaillé, faire beaucoup plus attention à la gestion de liquidité, à s'assurer qu'ils avaient des modèles internes beaucoup plus robustes en termes de scenario planning, en termes de vraiment s'assurer que tout était écrit et que tout était vraiment beaucoup plus robuste. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là que j'ai vu les compagnies devoir s'adapter. Et maintenant… Sans t'interrompre, mais juste pour clarifier, pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que tu pourrais décrire rapidement le type d'entreprise que vous accompagnez? Je pense qu'on est sur des cibles assez différentes de celles que Grégory couvre. Donc, je pense que ce serait utile pour que tout le monde comprenne mieux. Oui, non, très bien. Donc, nous, on travaille généralement avec les PME. Donc, je dirais beaucoup d'entreprises sont plus au niveau M, donc moyennes entreprises à légèrement large. Donc, on travaille avec des larges entreprises, mais la plupart sont moyennes, je dirais. Donc, elles ont un modèle de gestion qui a été prouvé. Qui est assez solide, mais elles ont besoin d'aide à vraiment le raffiner et s'assurer que le modèle est prêt à être mis à l'échelle. Donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on intervient.
Et c'est sur tous les secteurs. On ne fait pas les gros secteurs extractifs, pétrole, etc., mais beaucoup dans l'agriculture, l'énergie renouvelable et autres. Ok, super. Grégory? Merci beaucoup. Oui, non, merci pour la précision au niveau du segment. Je pense que c'est vraiment important et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, tu as été dit tout à l'heure au niveau de la collecte des données primaires. On a vu beaucoup de rapports sortir sur la crise économique en Afrique subsaharienne à cause du Covid, des PME en chute. De mon point de vue, ça a été une aubaine miraculeuse pour les PME du Bénin et de la sous-région. Mais ça fait des décennies que tous les entrepreneurs demandaient et suppliaient le gouvernement de faire plein de mesures. Et le Covid a tout apporté sur un plateau en argent. Je m'explique par là, c'est-à-dire que du fait que les frontières ont enfin été fermées, ça a forcé tout l'écosystème à se focaliser sur les produits locaux, fournisseurs locaux, consommateurs locaux. Et du coup, ça a enfin donné l'opportunité aux producteurs, aux transformateurs et aux consommateurs de pouvoir tester si oui ou non un protectionnisme peut avoir du sens. De notre côté, Benibiz, le projet au Bénin, ça a été la meilleure année de tout le projet pour l'instant. On a eu une croissance sur environ 1200 entrepreneurs supérieure à 120% de croissance. Le secteur de la restauration a une croissance supérieure à 250%. Ça a vraiment été, je dirais, un miracle. Donc, c'est vraiment une question de positionnement. Notre segment à nous, hein, contrairement à celui de Nathalie, peut-être, nous, on est sur des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires formel ou informel, qui varie entre 1,2 million annuel à 50 millions annuels de francs CFA. Donc, ça reste de la toute petite et petite entreprise, selon les critères locaux et non selon les critères UMOA. Du coup, oui, si on se base sur les PME, l'UMOA, crise totale. Pourquoi? Parce qu'une PME ou une ME, de par ses assets, de par ses biens, de par ses investissements, etc., n'a pas la souplesse ou la flexibilité de pouvoir rebondir et sauter sur les opportunités qui se présentent. Alors qu'une micro-entreprise, c'est souvent mono-entrepreneur ou 2 entrepreneurs, 3 maximum, avec quelques employés à temps partiel, etc., saisonniers, et pas forcément beaucoup d'équipements et qui, du coup, peut passer de la gestion d'un cybercafé en achetant un frigo à vendre de l'eau en période de Ramadan ou en période chaude ou autre. Et donc, ça, de notre côté, ça a vraiment été une aubaine. Ça a permis aux entrepreneurs de se rendre compte, en fait, que ils ont la capacité, ils et elles, j'ai insisté sur le elles aussi, elles ont la capacité de pouvoir rebondir et de pouvoir trouver des opportunités si vraiment elles cherchent, ou si elles ouvrent les yeux. Du coup, ça a développé ce sens de l'observation en fait d'opportunités, ce qui en fait nourrit je dirais le code génétique de l'entrepreneur, c'est de réussir à analyser en fait, de faire le calcul, de faire l'évaluation de est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. D'une part, je dirais d'autre part aussi, de notre point de vue à nous en tant que structure d'accompagnement, ça nous a aussi appris à coacher et à former sur la priorisation. Un entrepreneur dans la sous-région, dans la mentalité, il faut tout faire en même temps, parce que tout est important. Sauf qu'un entrepreneur ne peut pas tout faire en même temps, c'est un être humain. Et donc, oui, il y a plein d'opportunités qui se présentent, et je ne vais pas aller sauter sur la plus alléchante si la plus alléchante n'est pas la plus rentable. Et donc, il faut vraiment prioriser. Qu'est-ce que je peux faire avec mes ressources, ma capacité installée? Qu'est-ce que je vais gagner si j'investis 1 minute de mon temps là-dedans ou 1 franc de mon temps là-dedans? Et du coup, après, je choisis. Et je pense que, pour en revenir même à la toute première question, Teddy, au niveau des investisseurs, c'est vraiment faire le lien entre l'investissement et pas investir dans une entreprise qui a bien été accompagnée, qui a bien été formée, qui a déjà fait sa preuve, et pas qui a juste un joli pitch avec un joli plan d'affaires, parce que ça, on est tous capables de le faire pour 60 000 francs CFA. N'importe qui peut faire ça dans le marché aujourd'hui, et ça vaut rien, enfin. Du coup, c'est vraiment avoir, en parlant de collecte de données, des données qui démontrent que l'entreprise a évolué, etc. Et le Covid a permis justement de voir aussi la solidité des entreprises. C'était génial parce que ça a permis d'écrémer un petit peu l'écosystème. Quand il y a 10 000 transformateurs de jus d'ananas, c'est bien, mais si on n'avait que 10, ça suffirait largement pour tout le pays. Et du coup, tous ceux qui avaient des reins pas solides, et sortis, et ont dû soit fusionner, soit se repositionner, diversifier, etc. Mais se rendre compte que, forcément, l'entreprise n'était pas aussi compétitive que ce que je pensais, et ma recette n'était pas aussi unique que ce que je pensais. Donc, ça a été, je pense, d'un point de vue SAE, une belle opportunité d'apprentissage, tant pour les SAE que les entrepreneurs, que je pense les investisseurs aussi, parce qu'aujourd'hui, un investisseur qui aurait investi sur notre portefeuille en début Covid aurait triplé ou doublé son
son investissement en moins d'1 an, quoi. Enfin bon, je m'arrête là pour l'instant. Ok, super. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive au terme. On va laisser quand même une petite dizaine de minutes pour les questions-réponses, mais peut-être très rapidement et pour conclure. Je pense qu'on vit tous dans un nouveau monde. Je ne sais même pas si on peut parler de monde post-Covid parce que ça s'arrête et ça reprend comme ça a commencé. Donc voilà, c'est juste une nouvelle réalité. Concrètement, sur la base un peu des apprentissages, notamment de ces derniers mois, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? 2-3 choses très pratiques, très claires, très actionnables pour pouvoir servir mieux ces PME à fort potentiel à travers le continent et en Afrique francophone en particulier. Oui, en fait, pour moi, bon, pour reprendre un peu ce que Grégory Grégory vient de parler, c'est pas forcément quelque chose de différent, mais c'est vraiment dans l'accompagnement des entreprises ou des entrepreneurs, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes s'y lancent, mais c'est la rigueur, en fait, de ce qu'on leur apprend, dans la rigueur d'avoir des systèmes qui sont robustes, parce que Covid a montré que que des chocs peuvent arriver, donc c'est pas juste une affaire de se lancer, mais c'est s'assurer que le modèle est robuste, qu'on peut être dynamique, donc penser à différents scénarios, comment on analyse les scénarios, comment on se positionne, on se repositionne quand des choses arrivent pour vraiment être le plus effectif possible. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux, mais tout en étant flexible, en fait. Et comme ça, on peut s'adapter à tout ce qui se passe. Donc, ça a été pour moi, personnellement, mais aussi avec les entreprises que j'accompagne, une des plus grandes leçons que je veux continuer, même après Covid, à mettre l'accent dessus pour les compagnies, parce que c'est comme ça que en tant qu'entrepreneur, tu développes une entreprise qui marche et puis qui grandit. Et quand tu as la rigueur, donc tu auras la rigueur dans tes données, tu auras la rigueur dans les plans financiers, dans le modèle que tu introduis à des investisseurs ou d'autres partenaires, et en fait, tu développes les informations derrière ce que tu fais, et pour pouvoir grandir et puis pour pouvoir aider d'autres personnes à t'accompagner. Donc, Nathalie, pour toi, ce serait rigueur et agilité, en fait, d'être beaucoup plus agile. Très bien résumé, rigueur et agilité, voilà. Super. Grégory? Je pense qu'une des choses, j'avais noté plusieurs points, mais je vais essayer de mentionner les 2 principaux peut-être. Une des choses qui pour moi est relativement importante, ou qui est survenue à cause du Covid, je dirais, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été alloués aux écosystèmes pour soutenir l'entrepreneuriat. Et du coup, il y a plein de jeunes sans aucune expérience qui se sont créés du jour au lendemain, structure d'accompagnement d'entreprise, avec aucune expérience en coaching ou en formation, mais uniquement pour se créer un emploi et justifier un salaire. Et du coup, faire en sorte que chaque écosystème, à travers des bailleurs de fonds, que chaque écosystème en fait puisse catégoriser ses structures d'accompagnement d'entreprise avec un système d'évaluation smart, un peu comme ISO, comme Ecocer ou autre, mais qui chaque année en fait on doit repasser l'examen pour pouvoir justifier si oui ou non on mérite ce certificat ou cette attestation ou ce permis d'être une SAE, et sur quels critères en fait, et que chaque année on doit démontrer ses résultats. On est en train d'essayer de mettre ça en place. Je dis on, il y a tout un réseau au Bénin. Mettre ça en place, c'est très difficile parce que chacun en fait a peur d'être évalué parce qu'il se rend compte que ah mince, peut-être qu'en fin de compte ça fait des années que j'ai du pipeau et que je ramasse de l'argent mais qu'en fait j'ai aucun résultat. Aujourd'hui dans l'écosystème, dès qu'on demande des résultats, ah oui mais j'ai accompagné X mille entrepreneurs. Oui mais c'est quoi les résultats? On parle que de output et jamais de outcome. Et personne ne fait pression là-dessus, même la plupart des bailleurs. Et je pense que tant qu'on n'aura pas un écosystème basé là-dessus, une entreprise est basée là-dessus. Pourquoi pas un accompagnateur d'entreprise? Enfin, on parle de chiffre d'affaires. Il faut qu'on puisse vraiment être quantitatif au-delà du qualitatif. Du coup, pour moi, ce serait vraiment la priorité. Il y a beaucoup trop de charlatanisme, que ce soit au Bénin comme ailleurs. Hein, j'ai vu ça dans plein d'autres écosystèmes. Il faudrait là aussi écrémer, en fait. Et donc, malheureusement, la crise en a rajouté une couche.
pas d'écrémage, mais de charlatanisme. Et donc, pouvoir écrémer tout ça. Donc, ça, c'est le point principal. Et le deuxième point, peut-être, ce serait, en fait, comme je disais un peu tout à l'heure, ce serait de… pour moi, l'accompagnement d'entreprise, c'est une chaîne de valeur. Il y a différents maillons. Et si tout le monde se positionne sur le même maillon, qui est l'incubation de startups sexy, tous les autres maillons restent un petit peu délaissés. Et ils deviennent accompagnés par des projets comme le nôtre qui ne sont pas là pour durer. On est là pour un moment X. Or, ça devrait être des structures locales qui sont là pour rester, qui devraient aussi s'occuper de ces autres maillons-là, parce qu'il y a aussi un modèle d'affaires en accompagnement des autres maillons moins sexy à long terme. Donc, faire en sorte qu'à travers différents projets, les bailleurs et les gros projets viennent accompagner les structures locales à reprendre le flambeau petit à petit. Et ça aussi, on est en train de se positionner un petit peu là-dessus au fur et à mesure, et on aura un petit peu de mal, mais je pense que ça va être gérable. Voilà les 2 points que je peux retenir pour le moment. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, agilité, labellisation. Je pense que sur la labellisation, c'est un point de vue qui est très partagé, hein. Je pense qu'on est dans des métiers dans lesquels les barrières à l'entrée sont aussi faibles. Et il y a une industrie de l'entrepreneuriat maintenant. Donc, c'est vrai que tout le monde et leur grand-mère et leur grande-tante sont devenus coachs et incubateurs, accélérateurs. Et je ne pense pas que ça nous aide collectivement. Moi, si je peux me permettre, quelque chose qu'on a appris beaucoup, et c'est un shift qu'on est en train de faire, c'est un gros focus sur le marché versus le financement. Donc, on se rend compte, on veut passer beaucoup plus de temps justement à former les entrepreneurs, à mieux connaître les marchés, connaître les cibles, les questions de proposition de valeur et derrière de gestion des cash flows. Et c'est le point que Grégory, tu faisais en ouverture, et nous, on le voit avec les entrepreneurs, même à différentes étapes, parce qu'on accompagne à l'étape de prototypage jusqu'à l'accélération. Mais il y a une sorte d'obsession sur le financement. Et on se rend compte que voilà, si on sait gérer son marché, qu'on a accès à des bons clients qui nous payent et qu'on sait gérer son cash flow, ce qui est dans tous les cas ce que n'importe quel investisseur censé te demanderait du banquier and up. Donc, c'est ce que l'on souhaiterait voir. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si nous, le reste du temps, je vais repasser la parole à l'équipe de Andy pour le Q&A. Merci beaucoup. Oui. Oui, mais merci beaucoup, Teddy, Nathalie et Grégory. Oui, ce que j'ai senti qu'il y avait quand même une petite dose de frustration dans ce que vous disiez. Et j'imagine que ça vient de que vous expliquez tout le temps, vous disiez la même chose tout le temps et ça n'avance pas aussi vite que vous le vouliez. Mais je dirais que quand même, ne vous inquiétez pas, Andy va organiser beaucoup plus des opportunités de se rencontrer, de continuer de partager ça. Ne vous découragez pas, parce que ce que vous faites, même pour quelqu'un qui n'est pas normalement dans l'écosystème, ça a de sens. Donc, tôt ou tard, vous allez arriver au résultat que vous voulez. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. J'ai vu dans le chat box qu'il y avait un commentaire de John qui disait interested in your perspective on francophone investors, entre parenthèses, number and size, and the challenges of language in courting anglophone investors. Donc, je pense que tout le monde est d'accord avec vous, mais s'il y a encore une question de quelqu'un, parce que vous avez encore 1 ou 2 minutes et ça serait bien quand même de les utiliser. Oui, s'il vous plaît, vas-y. Juste pour revenir sur la question de John, de mon point de vue, je pense que c'est plus une question de positionnement qu'une question de langue en fait. Les investisseurs, peu importe la langue qu'ils parlent, réussissent toujours à se faufiler dans les écosystèmes des langues qu'ils ne maîtrisent pas, mais c'est vraiment une question de positionnement. Et du coup, là, la langue devient une contrainte parce qu'aller chercher les entrepreneurs périurbains ou ruraux, c'est pas toujours évident. Alors que dans l'urbain, c'est relativement facile, les écosystèmes sont relativement serrés, condensés, et du coup, on connaît une personne, on connaît tout le monde. Je dirais aussi, il y a une question quand même de confort avec ce qu'on connaît. Parce que moi, je le vois même du côté francophone,
ou anglophones, bon, les investisseurs tendent à graviter avec ce qu'ils connaissent. Donc, s'ils ont des réseaux quelque part, s'ils connaissent certains marchés, donc ils sont un peu plus confortables, donc ils investissent plus. Tout le monde cherche de bonnes opportunités et il y a de bonnes opportunités partout, il faut les chercher un peu plus. Donc c'est là un peu que la langue pose problème. C'est pas la langue forcément elle-même, mais c'est le confort, c'est l'accès aux réseutages, c'est l'accès à ces marchés, la connaissance de ces marchés. Donc, c'est ça qui fait que les investisseurs ne vont pas autant du côté anglophone, francophone plutôt. Et au niveau des compagnies, parce que donc, quand une compagnie est francophone, je travaille avec certaines compagnies francophones, ils veulent accès à plus d'investisseurs, mais comme ils ne parlent pas anglais, donc, ou ils parlent un peu, donc au niveau du confort, même en termes de la confidence, quand on se présente et présente ses résultats, ça peut jouer un peu à ce niveau aussi. Ok, merci beaucoup pour ça, Grégory et Nathalie. Encore une fois, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui à la conférence régionale Andy 2021. Nous espérons que vous avez passé une très bonne demi-journée. Et j'espère aussi que vous avez appris beaucoup des choses et que vous avez pu, très important, vous avez pu établir une ou deux nouvelles connexions. Alors, juste pour résumer, aujourd'hui, on a eu une séance française qui s'est concentrée sur les particularités du secteur PEC en Afrique de l'Ouest francophone. On a eu 3 sessions en petits groupes et du réseautage rapide. Et aussi, nous avons eu une présentation du rapport du Global Accelerator Learning Initiative d'Ogali et 2 plénières. Et pour ceux qui sont bilingues, il y a encore un événement sur la transformation digitale qui se concrète sur la manière dont les intermédiaires et les entrepreneurs peuvent tirer parti des outils technologiques numériques disponibles pour améliorer la prestation des services. Je pense que ça va intéresser plusieurs personnes